Venezuela, Chavez arrive. Chavez, indien, représentant les locaux, les indigènes, comme on dit. Il arrive, il veut que les richesses de son pays soient mieux distribuées. Il y arrive. Qui est-ce qu'on voit à l'Empire? Les USA et leurs danseuses européennes, et je parle des gouvernements européens bien sûr, qui l'embêtent. Chavez était trop fort, était trop populaire pour tomber. Ils ont tenté des coups d'État, ça n'a pas marché. Chavez meurt d'un cancer, paix à son âme. Voilà arrivé Nicolas Maduro, qui est là devant vous et qui présente justement des passeports des deux Américains arrêtés dans ce putsch de bras cassés. C'est pas un putsch, c'est n'importe quoi. Alors moi j'ai vu les titres des journaux, c'était quoi? La baie des cochons. Mais c'est pas la baie des cochons, c'est Tintin chez les Picaros ce putsch. Comment tu peux autoriser un putsch comme ça? Tu veux que je te dise un truc? Tiens, d'ailleurs je vais le mettre. Voilà, voilà. C'est rigolade au Venezuela. Tiens, je vais le mettre en miniature ça. Et donc Nicolas Maduro arrive, l'Empire sent une faiblesse et il se dit on va l'attaquer. Le Venezuela est un pays riche en hydrocarbures, en diamants, avec beaucoup de ressources. Et il fait la convoitise de beaucoup de sociétés. Et puis le problème de Maduro, c'est qu'il n'a pas les chines souples et il ne veut pas collaborer. Il ne veut pas vendre son pays. Alors Maduro arrive, et tout de suite embargo, confiscation, ennui, embrouille, on te bloque ton argent là, on te bloque tes stations-service, on bloque tout. Tout a été fait pour provoquer des pénuries dans le pays. Je ne dis pas que Maduro c'est un super dirigeant. Je dis que la pénurie que connaissent les Vénézuéliens et les problèmes économiques qui sont liés aux embargos, c'est quand même délirant de reprocher à un type l'embargo qu'on lui a imposé. Il y a eu plusieurs crises et plusieurs tentatives, mais apparemment il a le soutien d'une partie de la population, et en tout cas une partie beaucoup plus importante que ceux qui seraient censés soutenir la pseudo-opposition. Il y a un an, je vous disais que l'opposition vénézuélienne n'avait pas de soutien, elle en a encore moins aujourd'hui, et ça se dit. Les gens se disent c'est qui ces guignols, c'est des pantins. Ils n'ont aucune crédibilité. Et d'ailleurs, entre eux, ils se déchirent et certains prennent le large. C'est une opposition, c'est ce que j'appellerais une droite putschiste qui doit représenter 15% des gens, et à l'intérieur, ils se bouffent la gueule, Guaido, et personne n'en veut dans cette opposition. Donc, Maduro est soutenu par une partie de la population, même s'il y a beaucoup de gens qui en ont marre maintenant des pénuries, même s'il y a beaucoup de gens qui en ont marre des manques et qui lui en veulent, il n'empêche qu'il est là. 2015, nouvelle tentative de déstabilisation, ce qui entraîne une crise avec la Colombie. La Colombie, bon, tout le monde connaît la Colombie, joli pays, des gens très sympas et tout. Le problème, c'est c'est des gouvernements qui sont inféodés aux Américains, à la DEA, à la CIA. Les USA essayent de dresser les Colombiens et les Brésiliens contre le Venezuela. Les Colombiens lui disent attends, nous on n'a pas, on a une armée de jungle et de guérilla, on n'a pas une armée qui pourra s'opposer au Venezuela, on ne veut pas y aller. Les Brésiliens, pareil. Il n'empêche que la crise en 2015 entre le Venezuela et la Colombie a entraîné des départs massifs de Colombiens qui ont été expulsés, il faut le dire, il faut être honnête, et de Vénézuéliens qui en avaient marre de la pénurie, parce qu'il y avait une grosse pénurie. Depuis, ça s'est un petit peu amélioré. La dette vénézuélienne a été reprise par la Russie. Je sais que là, l'Iran va livrer 4 navires chargés de pétrole. Maduro est là. Il y a eu 9 tentatives de soulèvement, 9 tentatives qui ont foiré. Mais quand je dis foiré, c'est pas pour être vulgaire, c'est qu'elles ont littéralement foiré. Toutes les tentatives de soulèvement au sein de l'armée n'ont pas marché. Ça a donné quelques généraux et quelques capitaines et quelques colonels qui se sont enfuis et qui grenouillent maintenant à Bogota. Ça rappelle un peu la Révolution française et les émigrés royaux qui sont allés en Angleterre ou en Hollande. La crise de 2015, ensuite une succession, et ça continue encore, une succession de sanctions votées par des gens. Et c'est là où, à la limite, même si tu es fan des USA ou même si tu es fan, moi, il y a un truc que j'ai du mal à capter, puis les gens commencent à comprendre. Qui sont ces gens qui décident de qui est président d'un pays ou pas, de qui est dictateur ou pas? Quand je vois Macron et Hollande, quand je vois Le Drian qui te dit que Maduro c'est un dictateur, mais je te rappelle que Macron il éborgne les gens, il n'a aucune légitimité en France. Mais Maduro est plus soutenu et plus démocrate, j'ai envie de dire, que Macron. Quant à Le Drian, Monsieur Mallette, Monsieur Voyage en Arabie Saoudite et au Qatar, c'est lui qui parle au nom des droits de l'homme. Bah alors j'ai envie de vous dire, mais quand Le Drian, tu vas voir MBS qui égorge des gens, qui tranche des têtes, qui torture des gens, là ça te dérange pas?
C'est cette tartufferie qui nous agace au plus haut point, de gens cyniques qui sont en train de détruire le monde, qui sont des terroristes. Excusez-moi, qui c'est qui a payé pour les dégâts en Libye? Ces gens ne vont jamais au TPI. On a quand même tué un chef d'État et on a défoncé un pays qui, depuis 9 ans, est dans une guerre civile. Donc ces gens-là se permettent de dire que Maduro devrait partir. À l'heure où je vous parle, c'est un petit aparté, l'ambassade de France, et là j'ai envie de dire chez, même si je suis français, et vous allez penser pareil que moi, l'ambassade de France au Venezuela subit des mesures de rétorsion, ils n'ont plus l'eau, ils n'ont plus l'électricité. Vous savez pourquoi? Parce que je crois qu'il s'appelle Romain Nadal, l'ambassadeur français, qui est censé être neutre là-bas, est intervenu en faveur de Guaido, est allé l'accueillir à l'aéroport. C'est pas le rôle d'un ambassadeur. Alors quand je vois Paris, quand je vois le gouvernement de Macron qui pleurniche, ouais c'est une ambassade, vous violez les conventions internationales. Les conventions internationales, lorsqu'elles traitent des personnels diplomatiques, elles demandent à ces personnels diplomatiques dans un pays une certaine réserve. Quand ton ambassadeur va soutenir un type qui n'est même pas soutenu par les gens qui veulent faire partir Maduro, un type qui est dont les proches ont touché des pots de vin, donc je pense que ça allait lui revenir, ça allait revenir dans ses poches, un type qui s'est mélangé avec des milices d'extrême droite paramilitaires comme Las Rosotros en Colombie. Les milices paramilitaires en Colombie, elles sont pas aimées, hein, même par les Colombiens. Ça tue des paysans, ça tue des gens dans la forêt, ça tue... Voilà. Donc, moi, je sais pas, c'est quoi ces gens qui décident de qui est président, qui est légitime ou pas, alors qu'eux-mêmes sont illégitimes dans leur pays, vont toucher des mallettes, et puis eux soutiennent les pires dictateurs de la planète. Excuse-moi, entre MBS et Maduro, il n'y a pas photo. On choisit tous Maduro. D'un côté, on a l'humanité, de l'autre côté, on a un type violent et un malade. Ces types viennent te donner des leçons de morale quand même. Ils viennent nous parler de Kadhafi, d'Assad, comme quoi ce seraient des dictatures. Ah bah si c'était des dictatures, et là on en a la preuve, après 9 tentatives d'émeute appuyées par les USA, Maduro serait tombé. Le problème c'est qu'il est soutenu. Il y a eu très peu de défections dans l'état-major, il y a eu très peu de défections au sein des officiers supérieurs. C'est un signe ça. Et la population en a marre de la pénurie. C'est pas Maduro le problème. Quant à Maduro, je pense qu'il gère beaucoup mieux son pays que Macron, qui a démontré encore une fois son efficacité. De toute façon, on est quasiment dans une... C'est Rigoletto de Verdi. Enfin, Rigoletto. On rigole pas, mais c'est hallucinant. Et on arrive à février 2019. Au plus fort de la crise, les putschistes, futurs putschistes, la pseudo-opposition, plus le gouvernement colombien, conseillé par la DEA et surtout par la CIA, ont décidé de provoquer ce qu'ils appellent, et c'est pas moi qui le dis, il y a tout un tas de mails de ces gens, de tweets qui te disent on organise le chaos à la frontière pour faire tomber le dictateur. Donc ils te le disent clairement, on organise le chaos à la frontière. C'est des gens payés par l'étranger pour foutre le bordel dans leur pays. Février 2019, il y a un concert. Qui c'est qui a organisé le concert? Richard Branson, le PDG de Virgin. Là aussi, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce type? Soi-disant un concert pour libérer le Venezuela de la dictature. Ah, c'est bien, à force de le dire, tu vas finir par y croire. Un concert de soutien à Guaido. Le type n'est reconnu par personne. Il a juste été élu président du Parlement. Et là, il n'est pas sûr qu'il va être reconduit. Et on a décidé que lui est président légitime. Personne ne veut de ce type. Je le redis encore une fois, même au sein des gens qui veulent faire partir Maduro. Vous allez comprendre. À partir de février 2019, alors il faut aussi évoquer la situation, tous ces gens-là qui ont fui le Venezuela, qui ont voulu faire un putsch, tous leurs amis, tous les déserteurs, tu as deux catégories. Tu as ceux qui ont la chance d'être aux USA, qui ont de l'argent, qui sont accueillis aux USA, et tu as tous les autres qui grenouillent à Bogota ou dans les villes colombiennes, autour de quelques hôtels, qui bavardent, qui se montent le bourrichon, qui s'inventent des complots, qui pensent qu'ils vont être libérés. On dirait les émigrés royalistes. Émigrés royalistes de la Révolution française, ouais, on fera tomber la Révolution, vous inquiétez pas, etc., etc., et tout. La Colombie, c'est ça. Elle accueille donc des pseudo-réfugiés politiques, des déserteurs, des militaires, des criminels aussi, beaucoup qui sont enfuis avec eux, hein, parce que il y a quelques gangs vénézuéliens qui ont aidé Guaido. Je vous rappelle que c'est quand même un pays violent, avec plus de 26 000 morts par an. Le Venezuela, c'est un des pays où il y a le plus de morts par an, hein, ça rigole pas là-bas. Ah oui, à côté, nos cités, c'est des garderies, hein. Et donc on voit apparaître tout un tas de gens autour. La DEA, la CIA, les services colombiens. Maduro qui a envoyé aussi
tout un tas d'agents infiltrés de la Sébine, ce qui lui permet de savoir ce qui se fait là-bas. Bah oui, il y a, parmi les déserteurs, tu envoies aussi des agents à toi pour savoir ce qui se dit, ce qui se fait. Surtout que ces gens-là, réfugiés en Colombie, sont bavards. Et puis c'est des grands amateurs. Et ils racontent leur vie. Après de Rome, ils racontent leur vie. Le coup d'État, là, le pseudo-coup d'État, j'ai du mal à l'appeler coup d'État qui a été tenté le 3 mai, tout le monde était au courant depuis 3 mois. Et on voit arriver un type, Jordan Goudreau. Alors, on va pas. D'abord, on va mettre. Voilà, je vais pas vous mettre toutes les images, je vais d'abord vous mettre lui. Jordan Goudreau. Jordan Goudreau, c'est le président de. Capture fenêtre, voilà, de Silvercorp. Alors là, vous le voyez de profil. Il est à un meeting. Le premier meeting, il me semble que c'est celui de Charlottesville. Puis il y a un autre meeting en Pennsylvanie. C'est les meetings qui ont été faits lors de la campagne présidentielle de Trump en 2018. Alors attention, attention, attention. Il gère la sécurité du meeting. Trump, il a ce qu'on appelle les services secrets, qui ne sont pas des services secrets, qui est sa protection. C'est sa protection rapprochée. Ensuite, tu as des gens qui tournent dans la salle. Et ensuite, tu as le deuxième ou troisième cercle, la sécurité organisée par Silvercorp, l'entreprise de Goudreau. En général, quand tu assures la sécurité de meeting du futur président de la République, ou en tout cas de quelqu'un de cette importance, c'est que tu as quand même des liens, c'est que tu as quand même de l'entre-gens. Mais ça ne veut pas dire que tu connais Trump. Ça ne veut pas dire que. En général, il y a une enquête de sécurité, on vérifie un petit peu. Johan Goudreau, il a 3 étoiles, il a été décoré 3 fois de l'étoile de bronze pour des faits de bravoure et de guerre. C'est un ancien béret vert, médecin dans l'armée, mais un combattant aussi, qui n'a pas peur. Donc ce type, bien évidemment, qu'il a de l'entre-gens. J'aimerais aussi, avant de te parler un petit peu de Silvercorp, te dire que quand tu es mercenaire, tu travailles pour les services de renseignement de ton pays. Quoi que tu fasses, tu leur demandes l'aval. Non, non, tu ne sais pas où je vais en venir. Laisse-moi y arriver doucement, parce que c'est très, 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 contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à livrer sur cette affaire, quand on travaille sérieusement en tout cas. J'aimerais juste, je te demande un instant, j'aimerais juste récupérer la page Silvercorp. Alors, où est-ce qu'on est? Si, si, c'est intéressant. Donc ce type, Goudreau, on commence à le voir apparaître, à tourner autour de ces gens, à les dragouiller, on va le dire comme ça, et à leur proposer ses services. Sachant que lui, il est quand même lié au renseignement américain. Je te dis, t'es mercenaire russe, t'es lié au service russe, sinon tu travailles pas. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est te montrer, voilà, mieux l'illustrer. Non, non, mais je préfère, je préfère. Hop là, voilà, on y est. Alors, on parle de lui. Donc, quelqu'un de courageux, quelqu'un de valeureux, un militaire avec de l'expérience, c'est un béret vert, c'est pas rien, c'est pas, hein, il n'était pas dans un régiment de transmission. Voilà, ça c'est sa boîte, Silvercorp USA. Alors déjà, mercenaire, c'est lié au service, mais lui, il a un parcours intéressant, puisque ce type quitte l'armée en 2013, jusqu'en 2016, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. À partir de 2016, il va faire de la sécurité à Porto Rico. Et en 2018, il crée cette entreprise, Silvercorp USA, qui est une entreprise qui propose des formations individuelles à des professeurs, à des policiers, dans les cas de fusillade. Cette entreprise a fait sa publicité sur des fusillades dans des lycées, en proposant ses services. Donc il y a des formations, il y a des masterclass, retenez ce nom, c'est intéressant. Et à côté de ça, tu as les véritables activités rémunératrices, les activités de mercenariat. Ces entreprises de mercenariat sont pratiques pour les services de renseignement. Ça leur permet d'avoir des proxys qui peuvent faire ce qu'ils veulent. À la fin, on peut se démarquer d'eux. On peut dire démerdez-vous. Ce type, entre 2013 et 2016, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Ça correspond. Ça peut correspondre à 2-3 ans de formation avec la CIA. On a un type qui est décoré 3 fois de l'étoile de bronze, qui est béret vert, qui en tout cas était un grand militaire, qui est ami avec l'un des plus vieux gardes du corps de Trump, qui fait les meetings de Trump, qui est lié au service de renseignement, qui peut se balader en tant qu'Américain sans problème en Colombie. Ça veut dire qu'il est agréé par les CIA ou la DEA, et lui c'est plutôt la CIA, parce que sinon les Colombiens ils le verraient. Qui peut tourner autour des putschistes et de tous les émigrés entre guillemets qui grenouillent là-bas, et qui commence à proposer ses services
l'an dernier, on va dire entre février et avril 2019. En avril 2019, une énième révolte militaire ratée. L'armée ne se soulève pas, il n'y a quasiment personne qui se soulève. L'armée soutient Maduro. Le peuple est plus mitigé, mais comme je te l'ai dit, Maduro est plus soutenu que son opposition. Et le peuple gueule parce que bon, bah, il y a quand même des manques, il y a des problèmes, il y a des pénuries alimentaires notamment. Et t'en as d'autres qui arrivent. À côté de Johan Goudreau, nous avons le général Silver Alcala. Alors Silver Alcala, c'était un général chaviste, il n'y avait pas plus chaviste que lui. Il était maduriste. Et en 2018, il décide donc, je ne sais pourquoi, de quitter le Venezuela et de se réfugier comme réfugié politique en Colombie. Et là, encore une fois, on a le profil type de l'agent infiltré de la SEBIN, les services de renseignement vénézuéliens. C'est mon avis. Ils ont les profils, j'y peux rien. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. L'opposition en place en Colombie, l'opposition vénézuélienne, certains des membres de l'opposition vénézuélienne, en tout cas, se méfient de lui. Ce Silver Alcala, en 2019, rencontre Goudreau. Et il lui dit, moi, je peux te fournir des hommes. Je peux te fournir jusqu'à 300 hommes, des Vénézuéliens. J'aimerais que tu les entraînes et qu'on puisse faire quelque chose. Et l'argent. L'argent, t'inquiète pas. On a avec nous des Vénézuéliens riches, qu'ils soient aux USA ou ailleurs, ou en Colombie, qui peuvent payer. On parle d'un contrat, alors il y a plusieurs sommes qui ont été avancées, mais on parle quand même d'un contrat pour le putsch lui-même d'1,5 million de dollars, sans parler du reste. L'armement, ben, l'armement c'est simple. Alcala Siver dit à Goudreau, je connais une famille de Vénézuéliens qui habite aux USA, qui a une firme, qui vend de l'armement. Donc il n'y a pas de problème. Question, est-ce que vous pensez que Goudreau et tous ces gens puissent agir sans demander l'aval aux Américains, qui savent tout ce qui se passe en Colombie ou aux services colombiens? Non. Tous les services, que ce soit les services américains, les services colombiens ou les services vénézuéliens, savaient ce qui allait arriver. Mais quand je te dis ils savaient, ça ne veut pas dire qu'ils sont intervenus. Donc après 9 tentatives de soulèvement, on a ce début de l'opposition rencontre Goudreau, notamment Guaido. Et alors là, excusez-moi, je veux vous mettre le document, mais je veux mettre le document. Attends. Je veux bien. Ah, ben voilà. Ça, c'est 41 pages, hein, je vais vous en parler tout à l'heure. 41 pages du contrat. Il y a tout dans le détail. Ils avaient même prévu un documentaire avec de la presse, hein, les gars. Non, mais ils avaient vraiment confiance en eux. Donc, Goudreau, Alcala et d'autres, notamment Vergara qui représente Guaido et d'autres. Vergara, vous avez sa signature là, hein. Alors autant la signature de Guaido, elle peut prêter à confusion, on n'est pas sûr qu'il l'ait mise, mais Vergara, il a deux de ses représentants. Et personne n'a nié, qui ont signé ce contrat. L'opposition, en tout cas vénézuélienne, a organisé le truc. Voilà. Donc, il les rencontre, ça discute, ça grenouille, ça s'organise, ça demande des autorisations. Sinon, jamais Goudreau il aurait agi. Parce que s'il agit contre les intérêts américains, Goudreau, sa firme elle saute, il n'a plus de contrat, et on va lui trouver une affaire et on va l'incarcérer. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au général Silver Alcala. On a Goudreau, on a Silver, et on a Guaido qui, depuis l'an dernier, et depuis sa mise en accusation pour des faits de corruption, mise en accusation publique, hein, pas judiciaire, euh, au final, les Colombiens, les Américains se sont aperçus que Guaido c'était un pantin, qu'il n'arrivait même pas à unifier son propre camp, qu'il représentait rien, que c'était juste un polichinelle, et que le mec était bidon. Donc ils commencent à en avoir marre de cette danseuse, mais ils ne peuvent pas se débarrasser de Guaido, parce qu'ils l'ont soutenu en disant que c'est quelqu'un de démocrate, etc., etc. Il faut que le Venezuela le prenne comme président parce que c'est le meilleur. Tout ça. Ils ne peuvent pas se déjuger. Et ouais, il faut qu'ils gèrent aussi leur opinion publique. Sinon, après, ils vont plus croire en leur morale cynique de on va apporter la démocratie au Venezuela. Donc, il faut continuer à cultiver les trucs. N'empêche que Guaido, les jeunes, il ne sert plus à rien. Il les emmerde. Ce type est bidon. Depuis le début, on le dit. Parce qu'il y en a d'autres de l'opposition qui auraient pu tenir le rôle que tient Guaido et qui étaient un peu plus
Comment croire en une opposition de droite qui veut mettre des milliardaires dans les beaux quartiers du Venezuela, vendre aux entreprises américaines toutes les ressources du Venezuela, et vivre, tu sais, ce qu'on appelle les compradors, les élites compradors, acheter, qui passeront leurs vacances aux USA pendant que le peuple crève la dalle. Je vous rappelle qu'il suffit juste, comment croire en cette opposition qui n'arrive même pas à s'entendre entre elles, et je vous rappelle qu'il suffit pour savoir ce que vaut ces gens, ce que valent ces gens, il suffit de remonter à avant Chavez, tu verras ce qu'était le Venezuela. Hein, c'est peut-être c'est pas le pays le plus riche du monde, mais il y a une meilleure redistribution avec Chavez qu'avec ces gens. Ah, c'est l'Amérique du Sud des années 60-70, avec quelques milliardaires, avec des hommes en armes autour, des grandes familles qui dirigent, et puis le reste du pays, c'est limite féodal. C'est ça, avec des ressources qui n'appartiennent plus aux paysans, qui n'appartiennent plus aux gens, et des grosses sociétés américaines qui exploitent justement ces ressources. On a Goudreau qui grenouille là-bas, qui propose ses services. On a Alcala qui lui dit tiens, tiens, viens, j'aimerais bien qu'on fasse un truc, et puis je connais un petit peu, puis je suis de l'opposition. On a Guaido qui commence à lasser tout le monde. On a des sanctions qui affament un peuple, et ça, c'est marrant de le reprocher à Maduro. Et ce truc-là se met en place doucement. Il n'en demeure pas moins qu'une partie de l'opposition putschiste a négocié avec Silvercorp USA pour organiser un coup d'État sans demander l'avis aux Vénézuéliens, avec l'aval officieux, on va dire le consentement de services américains et des services colombiens jusqu'à un certain point. Non, parce que pendant qu'ils préparaient ce truc, c'était de l'amateurisme total. Ce sont des amateurs. C'est des types qui bavardent. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Depuis mars, on t'annonce un putsch qui est en préparation. Ça aussi, c'est terrible pour un putsch surprise. On va poursuivre. Il faut juste ajouter un quatrième élément. Une partie de cette opposition a négocié secrètement à huis clos avec Maduro un accord dont on n'a pas la teneur. Je pense que si on négocie avec lui, c'est que les Américains leur ont dit maintenant, écoute, Guaido il est bidon, Maduro on ne peut pas l'enlever, on ne fera pas une guerre pour vous, trouvez un accord. Et en fait, il y a quelque chose. Alors apparemment, ça serait une transition où il n'y aurait ni Maduro ni Guaido. Et donc une partie de l'opposition a un accord avec Maduro pour dire écoute, on va trouver un terrain d'entente parce que finalement, voilà, ce qui est un aveu de faiblesse. Ça aussi, c'est un élément qui est intéressant. Et donc, ils n'ont plus besoin de Guaido. Guaido gêne maintenant, parce que lui, il continue à croire au pipeau qu'on lui a dit, qu'on lui a donné. Oui, je vais être président, la liberté, tout ça, alors que bon, on sait très bien qu'à peine arrivé, il encaissera des pots de vin et il commencera à découper le pays et à le vendre à la découpe. Tu vas me dire, ouais, mais les Américains, ils ont envoyé une flotte. Est-ce que tu penses que quand tu organises un coup d'État, est-ce que tu penses que tu envoies une flotte? La flotte, c'est de la gesticulation. À l'heure où je te parle, les Américains ont laissé faire une partie de l'opposition qui a négocié avec Maduro quelque chose dont on n'a pas la teneur, et la flotte, c'est de la gesticulation. Oui, mais non, mais il y a des bateaux. Ouais, mais les bateaux, ils vont pas aller à Caracas enlever Maduro. Si tu veux enlever Maduro, les Américains, ils savent faire. Plusieurs équipes de Navy SEAL dans la nuit, et là, ils peuvent tenter le coup, mais ils ne le tenteront pas. Parce que l'armée vénézuélienne, c'est 300 000 hommes, c'est une armée formée à la soviétique avec du gros matos. Les Brésiliens ne veulent pas en approcher, veulent pas l'approcher, les Colombiens non plus. On est à la mise en place. C'est marrant, hein. Entre 2013 et 2016, on ne sait pas ce qu'a fait Johan Gaudreau. Bah, si, il a été formé en Virginie, là-bas, à la ferme. Je pense, hein, moi, c'est mon avis. C'est pour connaître un petit peu de loin le milieu mercenaire. Voilà, il a le profil. Comme Silver Alcala a le profil aussi de l'agent de la CB qui se fait passer pour un réfugié. Ensuite, bah, c'est simple, le truc se fait, une partie de l'opposition donc refuse de voir Goudreau, certains te disent c'est un amateur, je pense que c'est Washington qui leur a dit non c'est bon, oubliez ce type. Alors tu vas me dire ouais mais ils l'ont autorisé, ah oui, mais ça c'est une technique. Je te laisse faire tes petits trucs mais tu me mêles pas à ton affaire, si ça marche tant mieux, si ça marche pas je te connais pas. Et nous par contre on va tenter un autre truc, comme ça on a plusieurs fers au feu, et puis on va même mettre un troisième fer au feu, on va mettre une autre flotte devant le Venezuela pour mettre un coup de pression, sans rien faire. Et Maduro, lui, il va accuser Trump, mais alors qu'il y a des accords, qu'il y a des négociations, à l'heure où je te parle. Et ça se dit pas. Mais c'est important de le dire là, pour mieux comprendre le contexte, pour mieux comprendre qu'il y a vraiment des soucis. À la fin, je te livrerai ma version intégrale et je te donnerai mon avis.
Pour l'instant, j'aimerais poursuivre. Donc tous les services savaient ce qui allait se passer. Le temps passe, Guaido baisse, Alcala est là, il rencontre Goudreau, il propose des hommes, etc., etc., etc. Le problème, c'est que, d'après ce qui se dit, le problème, c'est que l'opposition ne paye pas. Elle ne paye pas, Goudreau. C'est un chef d'entreprise. Le problème, c'est qu'à partir de mars, on voit les Colombiens arrêter un camion avec 1,5 million de dollars d'armes, fusils automatiques, des lunettes de visée nocturne, des radios. Alors attends, je vais te poser ça un petit peu parce que le matos est là. Voilà, c'est une partie du matos. Alors le Venezuela, on a rajouté, ils ont rajouté des fusils airsoft, des trucs comme ça, ils se sont fait avoir. Bon, hein, c'est de bonne guerre aussi, hein, parce que Maduro savait depuis à l'avance, hein, il l'a dit. Il l'a dit, Maduro, qu'il savait à l'avance. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il savait même ce qu'ils mangeaient, ces gens. Ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils ont mangé la veille. Tu vois? Tout le monde savait ce qui allait se passer. En mars, il y a arrestation. On arrête un camion plein d'armes qui devait parvenir à la frontière colombienne et qui devait parvenir aux mains d'un type qu'on appelle Pantera, Robert Pantera, qui lui devait animer un groupe de putschistes, un petit groupe aussi, qui lui devait passer par la frontière colombienne. Pourquoi les Colombiens qui auraient donné leur aval pour un putsch auraient arrêté ce camion? Peut-être parce qu'il y a eu un changement, peut-être parce qu'une partie de l'opposition a négocié avec Maduro et que les Américains commencent à avoir une sortie de crise où ils pourront ne pas perdre la face. Et peut-être qu'à partir de là, les plans ont changé. Surtout que c'est à partir de là qu'on a commencé à voir que c'était des amateurs, tous ces gens. Ça se dit depuis le départ, de toute façon. Si les Colombiens étaient dans le coup et les Colombiens font ce que leur demandent les Américains, pourquoi est-ce que lors du putsch, ils sont arrivés par la mer, les types? Le truc le plus ridicule que soit, les frontières marines, ils sont arrivés à 1 heure de Caracas, au nord du Venezuela, ils sont arrivés en bateau, mais c'est l'endroit le plus surveillé. Pourquoi ils ne sont pas passés par la jungle colombienne? Parce que les Colombiens leur ont interdit. Et pourquoi les Colombiens leur ont interdit subitement après les avoir laissés grenouiller parce qu'ils peuvent les expulser? Parce qu'il y a eu un changement de politique entre-temps. C'est mon interprétation. Sinon, ça ne serait pas logique. Et ça arrive souvent. C'est non seulement une interprétation, mais c'est quelque chose qui arrive souvent, des changements de politique qui se font à Washington, et d'un coup, on bloque tout. Mais tu vas voir qu'il n'y a pas que les Colombiens qui ont montré des signes de défiance, les Américains aussi. On va y venir. Donc pendant ce temps, Maduro, lui, c'est tout ce qui se passe là-bas. Il a ses agents, il a ses infiltrés. On se demande même si les Colombiens et les Américains ne l'auraient pas prévenu. Ce putsch n'est pas destiné à faire tomber Maduro. Il y a une manipulation dans la manipulation de la manipulation. Voilà. Il y a deux ou trois manipulations. Il y a 3 degrés de manip, à mon sens. En avril, Maduro et les Vénézuéliens s'attendent à ce que ça arrive par la mer. Tu vois, ils connaissent dans le détail le truc. Ils essayent d'intercepter le Rastruelo, c'est un bateau météo portugais qui a un pavillon colombien. Ils envoient un petit patrouilleur léger, le patrouilleur se fait couler parce que l'autre bateau est plus imposant. C'est un accident. Ils pensaient que c'était des putschistes. Ça n'en est pas, c'était juste des météorologues portugais qui étaient dans le coin. Mais il y a quand même cet incident naval. Les préparatifs continuent. L'argent ne vient pas. Et Goudreau, il n'est pas payé, mais il veut absolument y aller parce que, comme il le dit, c'est un fervent, il est épris de liberté et il est plus vénézuélien que les Vénézuéliens. Donc, en gros, ce type veut nous faire croire qu'il a tenté un coup d'état de guignol. Et tu vas voir pourquoi c'est un coup d'état de guignol. Parce qu'il est épris de liberté et parce qu'il n'aurait pas été payé. Peut-être parce peut-être qu'il n'a pas été payé parce que les Américains n'ont pas voulu suivre et que les gens qui avaient l'argent n'ont pas voulu suivre parce que les Américains leur ont dit vous les payez pas, c'est des bras cassés, c'est n'importe quoi. Il y a un accord en cours en ce moment. Et peut-être que Goudreau, lui, il était tellement investi dans le truc, il a dit on y va quand même. Et il y est allé avec des mecs, enfin il y est allé. Il a décidé ça avec les proches de Guaido. Ce qui démontre encore plus leur amateurisme. Tu veux, tu veux plus de preuves d'amateurisme? L'agence de presse Associated Press, le 1er mai, parle du coup d'État. Le détail dit que ça va arriver. Ben non, ils font le coup d'État quand même. Le 3 mai, ils y vont. Alors le coup d'État, ah ben ouais, c'est 300 hommes qui pensent débarquer en petits groupes, enlever Maduro, prendre le palais présidentiel, prendre différents points stratégiques à Caracas, et ensuite faire rentrer d'autres gens et soulever le peuple. Si, si, avec 300 hommes. Non mais les gars, ils ont pété les plombs, je veux dire, c'est même pas les piniques. 300 hommes, des kalachnikovs, des fusils d'assaut, des fusils de lunettes. Il n'y a ni tank, ni char, ni rien.
300 hommes. Si les Américains avaient voulu d'un coup d'État, ils les auraient aidés avec le renseignement satellitaire. Ils les auraient aidés avec de l'information. Le 3 mai, qu'est-ce qu'on voit arriver? Un bateau avec une vingtaine de types dedans. Bah, les Vénézuéliens attendaient 25 000 hommes, des forces spéciales formées par les Russes. Ils les attendent, ça tire, échange de coups de feu. Les gens dans le bateau, il y a 8 morts, il y a des arrestations. Le deuxième bateau, il est coulé, il n'est même pas arrivé. Donc tu vois, avant même que le truc démarre, tout le monde attendait, mais ils ont décidé de le faire quand même. C'est un peu stupide. Le groupe de Pantera, lui, bah, il ira pas plus loin. Et que fait Goudreau à ce moment-là? Il fait une vidéo pour dire vous inquiétez pas, on a plein de cellules dormantes et il y a plein d'autres groupes qui sont là et on va faire et on va réussir notre coup. Mais il est stupide. Là, il va y avoir une épuration qui a démarré. Il y a plus de 114 arrestations et il y a une vingtaine de morts pour l'instant. Toujours du même côté, du côté des putschistes. Est-ce que tu penses que c'est Jordan Goudreau? Est-ce que tu penses que c'est intelligent d'aller leur dire qu'il y a d'autres hommes, d'autres cellules, d'autres trucs? Ou est-ce que ça serait pas de la forfanterie? C'est bizarre pour un béret vert quand même. Non, le 1, c'est dans la presse. Le 3, ils le font quand même, le coup d'État. Ils arrivent à 7 heures du matin et tu as toute l'armée vénézuélienne qui les attend. Voilà, avec des fusils, des fusils et des lunettes. Et des radios. Regarde leur équipement. Même pour la chasse, t'es mieux équipé. Mais qui aurait pu croire qu'un truc comme ça réussirait? Genre avec 300 hommes, ils vont arriver, des petits groupes, ils vont rentrer, ils vont prendre le palais présidentiel, et la garde présidentielle, et l'armée, et les chars, et les avions, hein, leurs super Tucano, là, les avions d'attaque au sol, et tout ce qu'il y a. Tu croyais que les gens allaient se soulever comme ça? Alors, l'équipe, dans la première équipe, il y avait deux Américains, il y avait des anciens Navy Seals. Il y en avait deux. Là aussi, ils sont là d'ailleurs. Attends, je vais te les montrer. Ils sont là, en haut à droite, deux Américains. 114 arrestations, 16 à 20 morts. Le putsch le plus ridicule depuis Tintin et les Picaros. Le 4 mai, 8 morts encore. Parce que un autre groupe essaye d'arriver. Deux Américains arrêtés. Alors ça a fait rire tout le monde. Et ça a surtout interrogé. Donc tout de suite, Maduro en a profité pour attaquer Trump. Pour dire c'est les Américains. Chacun se fera un avis, hein, mais moi je pense pas. Tu vois, pourtant je suis pas pro-américain, tu le sais. Mais je ne pense pas que ça soit ça. Par contre, on a ce document qui est intéressant. Parce qu'à partir du 5 mai, le Washington Post, ce qui veut dire les services américains, balance le document. C'est soi-disant l'opposition vénézuélienne qui aurait donné le document au Washington Post. Moi, je pense que c'est les services américains pour dédouaner les Américains. Ils ont balancé le document, 41 pages. La page la plus intéressante, c'est la 39e, là où il y a les signatures. Puisqu'à un moment donné, on aura une page avec des signatures, dont celle de Guaido. Et partout ailleurs, il n'y a pas la signature de Guaido. Et moi, je pense que c'est un faux des Vénézuéliens qui ont voulu impliquer Guaido. Guaido était au courant. Guaido était là. Allez, faites le putsch. Mais je ne pense pas qu'il ait signé. Par contre, il y a son représentant, Vergara, qui signe. Ce document-là prévoyait tout. Les sommes, ce qu'ils allaient faire, qui ils allaient embaucher, comment ils allaient s'y prendre. Il y avait un documentaire. Il y allait y avoir des journalistes qui allaient prendre des images pour faire un documentaire. Comment interpréter le fait que le Washington Post révèle un tel document? Comment tu interprètes ça? Bah, les services américains qui veulent se dédouaner et qui veulent ridiculiser ces gens. Moi, je pense qu'à partir de mars-avril 2020, la CIA s'est dit c'est quoi ces bras cassés? On va les laisser faire, mais pas trop, ou alors on va les arrêter. Et c'est pour ça que les Colombiens commencent à les embêter et que là, voilà, à l'heure où je te parle, on a même ce document. Alors, le document est intéressant. Ouais, ouais, j'ai fait le travail, tu vois. J'ai fait le travail. Le document est intéressant. Et je vais te dire pourquoi ce document est intéressant si j'arrive à replacer ça. Excuse-moi. Parce que lorsqu'il a été analysé par Monsieur Tout le Monde, hein. Alors attends, je vais te le mettre le site, ça m'intéresse. Voilà, ça c'est Bellingcat. C'est un excellent site de géopolitique en anglais, Bellingcat. J'ai eu pas mal d'informations sur ce site. Ah, tu vois, hein, oui, et oui. Voilà. Je ne me suis pas contenté de réécrire ce qu'il y avait sur un site, hein. Moi, je te balance une synthèse. Après, toi, tu peux creuser Bellingcat notamment, c'est très intéressant. Ce document, donc voilà,
page 25 de 41 pages. La page 39, elle indique le commandant en chef, président Guaido, le superviseur Sergio Vergara, le chef stratège Juan José Rendon, et sur le site, à déterminer qui y va. Qui c'est qui va diriger sur le site à déterminer. Sur la page, ça c'était la page, que je te dise pas de bêtises, 39. Sur la page 41, tu as les signatures, Goudreau, Retureta, pardon, pour Silvercorp, et pour la República Bolivariana de Venezuela, c'est-à-dire les putschistes, Vergara, commissionné auprès de Guaido, et Rendon. Hyde présidentiel commissionnaire général stratégique and crisis management. Et l'autre, il est Hyde présidentiel commissionnaire for crisis management. Voilà, mais c'est les commissaires de qui? De Guaido. Mais ce qui est intéressant, c'est les gens. Alors, ça, c'est un communiqué de l'opposition qui déclare qu'ils n'ont rien à voir, je sais pas quoi, avec le putsch, que Maduro, c'est un dictateur. Enfin, il répète toujours les mêmes trucs, tu le sais maintenant. Non, ce qui est intéressant, c'est que lorsque certaines personnes sur Twitter ont eu le document, ils l'ont un peu travaillé, ils sont allés voir les liens hypertextes. Et ils se sont aperçus que la plupart, en tout cas une partie des clauses du contrat, étaient pompées sur masterclass, sur des contrats masterclass. Alors les contrats masterclass, je vais te les montrer là, que propose Guaido. Donc il y a eu un copier-coller de conditions de contrat, hein, masterclass test. Voilà, si tu arrives à voir, masterclass, Silvercorp. Donc il y a eu un copier-coller, amateurisme, mais il y a eu un copier-coller de clauses contractuelles qui figuraient, si tu veux, c'est des contrats types d'une autre entreprise. Et là, c'est intéressant. C'est l'entreprise Castleton. Enfin, c'est une entreprise, c'est une société. C'est une société, Castleton, qui est dans le négoce de matières premières, un petit peu comme ces sociétés qui achètent des minutes de téléphone et qui te les revendent. Eux, ils achètent du gaz, ils achètent du pétrole, ils achètent des produits de base. Castleton, c'est l'ancienne, appartenait, il y a un certain temps en tout cas, à Louis Dreyfus, au groupe Louis Dreyfus. Oui, Louis Dreyfus, celui qui avait Marseille. Mais la famille Dreyfus n'a rien à voir, parce qu'ils l'ont revendu en 2018. Et c'est Glenn Dubin, quelqu'un de connu, qui la possède, cette société, qui négocie dans le pétrole, le gaz. C'est pour te dire l'entre-gens qu'ils ont et les moyens qu'ils ont. Glenn Dubin qui a un holding. Un holding, c'est une société financière qui gère des participations dans tout un tas de sociétés. Ce holding fait de la gestion d'actifs. Donc, ils ont notamment Castleton, mais ils ont d'autres trucs. Attends, il faut que je te le montre, moi, Glenn Dubin. C'est important. Parce que tu vas comprendre un truc après. Donc, on voit apparaître ça. Alors, c'est le seul lien, mais j'ai voulu suivre l'argent. Comment se fait-il qu'en préparant un contrat de 41 pages, on aille chercher des clauses chez Castleton, alors que c'est des clauses types, tu tapes sur Google clauses type d'un contrat, tu les mets. Est-ce qu'il y a un lien supplémentaire avec Castleton? Parce que moi, je passe à Castleton, je découvre que c'est Glenn Dubin qui la dirige, et Glenn Dubin, je te demande un instant, où est-ce que j'ai vu ça? Non, parce que j'ai toute une série de photos. Glenn Dubin, quand tu remontes, il est impliqué dans l'affaire Epstein. Voilà. Ah, bah, voilà, il est là, l'ami Dubin. Enfin, l'ami Dubin, non, c'est pas mon ami. Voilà. Glenn Dubin, de fil en aiguille, on arrive à lui. Glenn Dubin, c'est un personnage important. D'ailleurs, lorsque tu regardes son holding, il, il détient son holding avec un groupe de financiers privés dont on refuse de donner le nom. On les décrit comme étant les esprits les plus sophistiqués, les plus intelligents du business. Donc ça sous-entend des grands pontes qui ont des participations dans sa société holding. Et d'expérience, je peux te dire que cette société holding qui travaille dans le pétrole et dans le gaz a de la thune et peut organiser avec une société de mercenaires tout un tas de trucs. C'est comme ça que ça marche. Là, tu es dans le monde du renseignement et du mercenariat. Hein, t'es pas la théorie du complot. Glenn Dubin a été mis en cause dans l'affaire Epstein parce que dans tout un tas de documents qui n'ont pas été scellés, il y figure, il aurait participé en tout cas à certaines choses. Notamment une fille mineure
qu'il aurait récupéré lui et sa femme. Enfin voilà, donc il faisait partie des potes à Epstein. Et tu vois, on arrive jusqu'à Epstein. Donc, tu vas me dire, ouais, oui, mais c'est quoi ta conclusion? Écoute, c'est très très simple, gars. Les Américains ont changé leur fusil d'épaule parce que Guaido les gêne. Ce putsch raté, on l'a laissé faire, mais on l'a bien bloqué, les Américains, par le biais des Colombiens. Et je pense, écoute, c'est simple, les Américains ont pu balancer par différents proxys le truc aux Vénézuéliens. Parce qu'en fait, l'objectif du putsch, tout le monde le sait, c'est pas de virer Maduro. Tu vires pas un type comme ça avec 300 mecs. Ça, tu le faisais dans un petit pays africain en 1900. Tu le fais même plus maintenant au Gabon, ce genre de choses. Avec 300 types, tu crois que tu vas prendre un pays ou une capitale alors qu'on t'attend? Non, cet échec, et elle est là la manip de deuxième et troisième niveau, c'est l'échec de Guaido. Et ça permet aux USA d'affaiblir encore plus Guaido, et à un moment donné de pouvoir s'en débarrasser en disant bah, finalement ce type c'est n'importe quoi. Ça permet à l'opposition vénézuélienne de se débarrasser de Guaido qui est un pantin, au profit d'un autre. Moi je suis certain qu'il y a un troisième homme entre Maduro et Guaido qu'on veut installer. Que l'accord secret porte sur une transition, que Maduro négocie aussi, je sais pas, une transition, 5 ministres chavistes et 5 ministres de l'opposition de droite, et on fait des élections, et Maduro se retire, et il a l'immunité, c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est pour piéger Guaido, pour qu'il se plante une nouvelle fois, pour pouvoir s'en débarrasser. La manip, elle n'est pas contre Maduro, elle est contre Guaido, tout simplement. Et c'est une histoire de service. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller au premier degré, il faut monter au deuxième et au troisième étage. Et là le truc. Ce qui est marrant, regarde, il y a un truc qui est marrant par exemple, ce qui indique aussi qu'il y a eu des changements de plan. Le général Silver Alcala arrive en Colombie en 2018. Il arrive en Colombie, il est vénézuélien. Il arrive en 2018 en Colombie. Début avril, hein, non, fin mars. Donc dès que la situation commence à s'envenimer, que les Colombiens commencent à arrêter le camion d'armes, il y a un avion de la DEA qui est arrivé, mais ça peut être la CIA déguisée en DEA, mais en tout cas c'est un avion de la DEA officiellement qui est arrivé à Bogota. Ils ont arrêté le général, Silver Alcala, ils l'ont emmené aux USA. Il lui reproche d'exporter 250 tonnes de cocaïne par an. Le mec, c'était un général vénézuélien. Il s'est barré en Colombie et il veut nous faire croire qu'en 2 ans, il a balancé 500 tonnes de cocaïne, 250 tonnes x 2. Ce type de Colombie, et que le type gère 250 tonnes de cocaïne, c'est énorme. Les cartels mexicains, ils n'envoient pas ça en un an. Alors imagine un général comme ça, ce réfugié politique. Donc il a été arrêté, il a été emmené aux USA. Pourquoi? Et il a été accusé de narcotrafic. Alors, analysons un petit peu. Soit le type a continué le putsch, il les a énervés, ils sont venus, ils ont dit aux Colombiens, vous nous le livrez, on l'emmène. On va vraiment l'incarcérer. Soit le type, ils veulent l'éliminer parce qu'il pourrait parler. C'est une possibilité aussi. Soit ils l'ont protégé. On te fait croire qu'il a été incarcéré, et en fait, il est protégé, il est quelque part dans un état américain, dans une villa avec 3 flics qui le surveillent et qui en même temps le protègent. Ça indique un changement politique. Ce putsch a volontairement été raté, en tout cas on a provoqué son ratage, on a mis des gens dans la merde en faisant croire qu'on les appuyait, elle est là la manip des services, parce qu'il y a eu un changement de politique, je pense à Washington, je pense qu'il y a eu un accord trouvé avec Maduro, je pense que la flotte américaine qui est là-bas, je pense pas que les Américains aient voulu d'un putsch, ça ne les intéresse pas, sinon ils s'y prendraient autrement, on connaît leur mode opératoire. Je pense que la flotte qui est devant le Venezuela ou pas loin, c'est juste pour gesticuler, pour faire croire à l'opinion publique et à cette opposition, pour les piéger, pour faire croire que les USA sont là, que la flotte qui est devant le Venezuela, elle fera rien. Elle fera juste du renseignement. Elle fera rien d'autre. Elle fera rien de plus. Et les Américains n'attaqueront pas le Venezuela parce que les Russes y sont. Voilà mon analyse. Je te la livre telle quelle. Tu prends pas. Pas de souci, tu peux avoir ton analyse aussi. Je te demanderai juste d'attendre un petit peu. Parce que si mon analyse est vraie, eh ben on le saura à travers l'avenir de Goudreau, de Silver Alcala et de Guaido. Si Guaido est viré dans l'année, on a compris que la manip c'était pour le virer. Si Silver Alcala est protégé ou arrêté, enfin, on va savoir en fonction de ce qu'ils lui font, ce qu'il en est. Et Goudreau c'est pareil. Si Goudreau a poursuivi son aventure malgré les recommandations des services américains, bah écoute, Silvercorp va connaître des problèmes ou Goudreau va connaître des problèmes.
Et c'est comme une théorie scientifique. Tu émets une hypothèse, tu la bases sur des arguments, et la réfutabilité, elle est là. Ce qui est marrant, c'est que les USA n'ont pas prévenu leurs danseuses. Macron, Merkel, tout ça. Donc ces gens-là ont continué à soutenir Guaido. Et les Américains, en fait, ils méprisent plus leurs danseuses que leurs adversaires. Ils font des changements de politique en fonction de leurs intérêts. Ils préviennent même pas les autres, comme en Syrie, comme en Libye, hein. Je veux dire, les Américains ont dit à Sarkozy, démerde-toi, nous, ça nous intéresse pas, la Libye, on s'en fout. Comme pour la Syrie, où ils lui ont dit, bon, c'est bon, quoi. On sait que la Syrie, c'est surtout l'Angleterre et la France, payés par les Séoudiens, qui sont les plus zélés et qui veulent faire tomber Assad. C'est juste parce qu'ils ont été payés par les Séoudiens. Je parle de gouvernement, hein. On est d'accord. Le rôle du Washington Post est aussi intéressant, hein, parce que le Washington Post, il ne sort pas des documents comme ça s'il n'y a pas les services qui autorisent. Donc faudrait voir faudrait aller voir un petit peu le nom du journaliste qui a sorti le document. Ça serait bien de remonter un petit peu. Et puis je comprends pas comment apparaît ce Glenn Dubin. Et d'un coup on retrouve Epstein. Donc si Glenn Dubin fréquente Epstein, pardon, c'est que Glenn Dubin est bien introduit, il a de l'entre-gens et que c'est un type qui, voilà, qui travaille aussi avec les services ou qui peut travailler, qui serait susceptible. On est dans le monde des probabilités, hein, jamais tu auras une preuve. Dans le monde du renseignement, tu n'as pas de preuve. C'est des probas. Mais un type comme Dubin, qui bosse qui a une société de gestion d'actifs, qui est millionnaire, qui gère des sociétés qui, elles, travaillent dans le négoce de matières premières et notamment le pétrole et le gaz, qui est appuyé par un groupe d'investisseurs dont on ne veut pas nous donner le nom, je pense que c'est un type important, qui a de l'entre-gens. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors vous allez me dire, ouais, mais non, c'est les Américains, hein. Parce que Goudreau, tu nous as montré les images, il fait le meeting de Trump. Ouais, ouais, il fait le meeting de Trump, mais ça veut pas. C'est pas parce qu'il connaît le garde du corps de Trump et qu'il travaille pour l'État américain et qui, d'une certaine manière, ou en tout cas qui leur donne des informations, qu'on l'a autorisé. Non, je pense qu'il y a eu un changement de plan. Voilà, c'est à toi de voir. Moi, je viens de te livrer mon analyse. Euh, j'ai voulu dépasser. Voilà pourquoi j'ai pris un peu de temps. J'ai voulu dépasser le commentaire. Oui, non, parce que si je te fais une vidéo où je te dis, ouais, bon, ils sont pas beaux, ils sont méchants. Ils ont essayé encore de déstabiliser Maduro. Non, non, c'est un coup d'état bidon et ils ont piégé les putschistes. Ils ont plus piégé les putschistes que Maduro. Maduro, ils viennent de lui offrir quelque chose en or. Il a le Covid chez lui, il a des problèmes économiques, la population gronde, et on vient de lui offrir le titre de sauveur de la patrie et le titre de celui qui déjoue les coups de l'Empire. Il savait tout depuis le départ. Il est gagnant dans cette affaire. Trump, lui, je pense qu'il devait. Les services américains savaient, mais ils ont dû dire, bon, au départ, ils ont dû dire allez-y, puis après, ils ont dû dire non, c'est bon. Voilà, j'espère que vous allez vous planter. Les Colombiens, ils font ce que leur demandent les Américains. Une partie de l'opposition qui se retire. Ah oui, c'est ça, hein, il y a eu un changement. Et ce putsch est l'initiative privée de certains putschistes comme Guaido, certains bras cassés, qui n'ont pas été soutenus. Et puis les Américains et les Colombiens ont tout fait pour que l'affaire foire. Sinon, ils n'arrêtent pas le camion. Sinon, les Américains, s'ils avaient vraiment voulu faire un putsch, tu aurais plusieurs centaines d'hommes, mieux équipés, aidés par le renseignement satellitaire, qui s'infiltrent par la jungle colombienne et la jungle brésilienne. Les opérations, on va dire, l'incarcération, non pas l'incarcération, l'insertion, comme ils disent. Ouais, l'insertion d'une centaine d'hommes, ça prend quelques mois. Il faut les installer, qu'ils puissent procéder. Mais tu viens pas avec deux Zodiacs par la mer face à la plage de Caracas. Enfin, c'était une station balnéaire à 1 heure de Caracas. Tu fais pas un coup d'état comme ça, avec 4 armalites, 4 AR-15, 2 lunettes de visée nocturne. Ça tient pas la route. C'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas, mais si, ce qu'il faut comprendre, c'est on a laissé faire un truc qui allait se planter pour pouvoir ensuite mieux mettre la tête dans l'eau à Guaido et noyer ce Guaido. Parce que maintenant, Guaido, les Américains peuvent se démarquer de lui sans se déjuger. Ils ne pouvaient pas l'abandonner là. Sinon, personne va voir les USA. Si les USA se mettent à t'abandonner, à te lâcher comme ça, comme un kleps, il n'y a plus personne qui leur fera confiance. Donc, pour se débarrasser de Guaido, il leur fallait des prétextes. Et maintenant, ils en ont des prétextes. Les liens avec les milices paramilitaires d'extrême droite colombienne, les accusations de pot de vin, et le coup d'État qui foire. Le coup d'après, ben, ils vont laisser l'opposition vénézuélienne se dégager Guaido. Alors on a aussi un autre marqueur, c'est l'élection au Parlement vénézuélien. Guaido se représente comme président du Parlement. Est-ce qu'il va être élu ou pas? Ça aussi, ça va nous donner une indication sur son futur. Mais moi, je vous dis juste une chose, Guaido, je ne pense pas que ça soit le bon cheval. Et je pense que les Américains savent qu'ils ont pas misé sur le bon cheval. Et ils essayent de se débarrasser de ce type.
Voilà, je vous ai tout livré, je regarde un petit peu mes notes. Ah, il n'y a pas eu d'aide colombienne, il n'y a pas eu d'aide satellitaire américaine. Et oui, le renseignement qui peut leur dire, attends, tu peux débarquer là, il n'y a personne, un petit peu ce qu'ils ont fait en Syrie. Tu sais, à un moment donné, ils aidaient avec du renseignement satellitaire les rebelles. Je regarde un petit peu. Silvercorp a assuré 2 meetings au moins de la campagne de Trump. Mais bon, c'est surtout qu'est-ce qu'a fait Joanne Goudreau entre 2013 et 2016. Voilà, mon analyse, je te l'ai donnée. Je prends ton commentaire bon, qui sera prêt à prouver. Et je te souhaite un bon week-end, sachant que là, normalement, il y a, ah ben je l'ai posé, il y a une vidéo sur l'hypersonique français. Et on devrait finir normalement dimanche avec l'hypersonique américain. Et ensuite, on abordera d'autres sujets. Juste une chose, les amis, les sujets actuellement évoqués sur YouTube, je ne les évoque pas parce qu'ils sont évoqués. Le Covid, tout ça, moi, j'en parle pas parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, je ferai peut-être une vidéo sur le déconfinement, mais je vais prendre des images. Bon, là, il va pleuvoir sur Marseille, là. Mais je voulais prendre des images ce week-end. Mais je n'ai pas envie de faire de la redite. Moi, le Covid, j'essaie de m'en éloigner parce que c'est déprimant. Et puis d'autres le traitent beaucoup mieux que moi. Donc moi, voilà, moi je vais vous proposer des sujets qui ne sont pas traités ailleurs. Géopolitique, mais d'autres sujets, vous pouvez me conseiller. Mais pas des sujets très pointus qui supposent 10 ans de travail aussi, hein. Je vous rappelle que moi, je ne suis pas censé tout savoir aussi. Les sujets, il faut que je les... Bon, là c'est un sujet qui est assez facile, hein. Mais il y a des sujets, je dois les travailler. Je dois les comprendre avant d'en faire une vidéo. Voilà. Bon week-end à toutes et à tous, et puis à bientôt, hein, que ce soit sur Patreon, où vous avez une vidéo sur les fractales, et vous avez la première partie d'une vidéo sur la mécanique quantique. Ça, c'est sur Patreon, vous avez le lien en bas. Ou bien sur Los Locos, sachant que, voilà, je le dis encore une fois, quand vous voyez pas de vidéo, c'est que je fais autre chose ailleurs, et voilà, il y a YouTube, ça fait un an que j'ai compris un truc, c'est qu'il fallait pas, voilà, je ne vais pas focaliser sur YouTube, voilà pourquoi je fais pas des lives tous les jours, voilà pourquoi, quand vous voyez pas des vidéos, c'est que je fais autre chose, voilà, il y a un réel, les amis, hein. Je le dis pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais il y a un réel dehors. Et de temps en temps, c'est bien aussi d'aller, surtout là, c'est le printemps, et puis on vient de nous déconfiner, c'est bien aussi de se reconnecter au réel et de couper YouTube, et de couper même Internet, et de faire autre chose. C'est ce qui te permet, c'est ce qui te permet de te ressourcer et de faire autre chose. Si tu fais des vidéos tous les jours, t'as rien à dire, t'as pas de recul. Cette vidéo-là, elle m'a demandé quand même un certain nombre de temps. Alors c'est pas l'illustration, le montage là, il est bidon, mais c'est surtout faut aller les chercher l'information, puis il faut aller les travailler. Parce que Glenn Dubin, Epstein, Silvercorp, je ne pense pas que beaucoup de gens soient remontés jusque-là. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est toi, si ça t'intéresse, ce truc, ce sujet, je te laisse creuser. Et ensuite, on va laisser jouer l'interactivité. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, en tout cas pour ceux qui sont intéressés, qui seraient intéressés par le sujet, je vous laisse creuser. Si vous avez des informations sur Dubin, si vous avez d'autres informations, et notamment sur Café entre 2013 et 2016, Jordan Goudreau, eh ben moi je suis preneur. Et comme ça, on va faire, voilà, la vidéo va nous permettre de faire avancer le sujet ensemble, avec ceux qui cherchent vraiment et qui sont intéressés. Ciao.